Salutationalisation et bienvenue à ce 14e épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Au cours des dernières semaines, on a parlé, on a vu des théories, mais surtout on a analysé d'autres méchants, le tout menant ici, dans la licence God of War. Odin, le père de tout, le dieu de la sagesse et de la magie, mais aussi le plus grand manipulateur à jamais avoir foulé le sol des terres d'Asgard. Je crois que je veux rentrer chez moi. Très bien, si c'est ce que tu souhaites. Je t'ai dit que tu n'étais pas un prisonnier ici. Tu as le choix. Va, fais le vide. Je sais que tu reviendras. Pour suivre cette vidéo efficacement, je vous recommande d'avoir vu les autres épisodes de cette mini-série, mais pour ceux qui sont paresseux, voici ce qu'il en est. Odin, c'est quelqu'un qui est obsédé par la connaissance, le pouvoir et le contrôle, et pour y arriver, il manipule et utilise ses enfants. S'ils n'ont pas d'utilité, c'est qu'ils n'ont pas de valeur. Il utilise Baldur, dieu de la lumière, pour ses compétences de traqueur, l'envoyant chercher la femme de Kratos, ce qui va pousser le fantôme de Sparte et le dieu fou à se battre. De chez moi. J'ai bien peur que tu doives me tuer pour ça. Suite d'événements qui mèneront Baldur à sa mort, mais aussi qui commenceront le Ragnarok. Pour Thor, sans doute le dieu le plus puissant de God of War, même capable de ramener Kratos à la vie en le frappant de son marteau alors qu'on voit l'écran du Game Over littéralement pétant le 4e mur. Odin l'utilise pour sa puissance, il est son arme et son bourreau. Ne traîne pas trop. Enfin. Il lui rappelle qu'il est stupide et alcoolique pour le garder sous son contrôle et c'est seulement quand Thor va se retourner contre le père de tout qu'il le tuera sans hésiter. Finalement, Heimdall, le dieu de la prévoyance, est sans doute le meilleur outil à la solde d'Odin. Ah, Heimdall, tu veux bien te détendre. Comptais-tu me tuer dès ton arrivée? Tu vois? Quoi, cette réponse ne te suffit pas? Hors de ma vue! Il lui demandera toujours plus sans arrêt au point de le rendre fou pour l'approbation de son père. Et c'est seulement quand Heimdall verra un père en avoir quelque chose à battre de son fils qu'il va perdre la boule, ce qui conduira à sa mort. Tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de mon destin! Mais aujourd'hui, assez parlé des enfants, on s'intéresse à Odin lui-même. Soyez donc sûr de vous abonner et d'activer la cloche pour nous dire si vous aimez notre contenu, ainsi qu'à laisser un commentaire me disant de quel autre méchant on devrait parler. Je rappelle encore une fois que cette mini-série contient des spoilers pour God of War 4 et God of War Ragnarok. Sur ce, maintenant que c'est fait, analysons le mal. L'histoire de Odin. Odin est le petit-fils de Buri, le premier dieu As et dieu de la création, ce qui fait de lui l'arrière-petit-fils de Ymir, le premier géant et père de toute vie. Contrairement à Ymir, Odin pensait que les As étaient destinés à être les leaders des 9 royaumes. C'est pour ça qu'avec ses deux frères Ve et Vili, ils vont tuer Ymir et tuant toute personne qui se trouve sur leur chemin. Ce qui est notre grande source de différence avec les mythes nordiques. Ici, Odin tue Ymir par désir de pouvoir. Versus la mythologie qui nous apprend tantôt que Ymir était un mâle, l'incarnation du chaos et que sa mort amènera l'ordre aux 9 royaumes, tantôt que les 3 frères tuèrent Ymir pour utiliser son corps afin de donner forme au monde, un peu comme Gaïa et Ouranos dans la mythologie grecque. Comme quoi, dans la dernière vidéo, quand je parlais de l'histoire qui se répète, c'était pas que des conneries. Et c'est le moment où je me permets de rappeler que la mythologie, chez les Nordiques, elle se passait principalement de façon orale. Encore une fois, c'est le cas de beaucoup de mythologies. Et que les ouvrages de référence qu'on utilise pour en apprendre sur ces mythes aujourd'hui, eh bien on peut les retracer jusqu'au 13e siècle en Islande. On retrouve par exemple le Prose-Edda, un ensemble de vieux poèmes norrois écrits par Snorri Sturluson. Le tout qui furent connectés dans l'Edda poétique en 1250 par un auteur anonyme. Et on a aussi la saga des Volsung qui date environ de 1270. À eux trois, ces livres, selon mes recherches, sont considérés comme les plus grands et plus importants ouvrages de référence sur la mythologie nordique. Quel rapport avec Odin, me diriez-vous? Eh bien, prenez la chose comme suit. Si on doit remonter au 13e siècle pour utiliser les 3 ouvrages les plus importants qui nous donnent de l'information sur cette mythologie, ça implique que les sources les plus fidèles qu'on a datent de 2 à 300 ans
après que les Vikings aient été convertis au christianisme. Donc Odin, déjà personnage mystérieux dans la mythologie, littéralement parlant, c'est probablement un des personnages les plus énigmatiques de l'histoire de la fiction. Ce qui rend l'adaptation de son histoire et de son personnage extrêmement compliqué, sans parler de comment on présente certaines différences avec les mythes. Moi j'aime beaucoup la mythologie, mais tout ce que je sais, c'est des trucs que j'ai cherché et trouvé moi-même ou que j'ai appris vite à l'université dans mes cours de l'histoire de l'art. Donc si vous êtes un expert certifié en mythologie, soyez sûr de visiter la section commentaires pour me corriger quand je dis des grosses conneries. Mais bref, quand Odin tuera Mimir, ça va créer une sorte de brèche dans la réalité, brèche qui va attirer l'attention du dieu des As. On dirait du savoir. La vérité. La vérité. Toutes les réponses. C'est là qu'Odin va comprendre qu'il existe beaucoup plus que les 9 royaumes. Il a probablement vu d'autres panthéons, d'autres histoires, des univers parallèles. Bref, ça l'a plongé en crise existentielle. Comment les mythologies fonctionnent dans l'univers de God of War, le directeur artistique de Ragnarok en a parlé. Il les compare à 7 photos prises du télescope Hubble. Comme si chaque galaxie était un panthéon avec son monde, ses lois de la physique, ses règles, etc. Un peu comme si chaque version de la Terre était dans sa propre dimension de poche régnée par ses propres dieux. On peut donc assumer que c'est ce que Odin a vu en plongeant la tête dans cette brèche. Forcément, ça l'a rendu fou. On pourrait jeter un œil. Je ne te le conseille pas. Mais ça lui a aussi donné une sorte d'obsession par rapport à la connaissance. Il va développer une passion et une habileté hors du commun pour la connaissance et l'apprentissage. Il va aussi construire Asgard et arbitrairement se déclarer roi des Aesir. Ayant besoin d'encore plus de puissance parce qu'être le roi des dieux c'était pas assez, Odin va prendre le contrôle des 9 Valkyries qui veillaient sur le Valhalla, malgré les oppositions de leur reine Freya. Il va donc utiliser les âmes des guerriers tombés au combat présents au Valhalla pour créer une sorte d'armée de morts-vivants à la solde d'Asgard. Le but premier étant d'avoir une force de résistance contre le Ragnarok. Après donc s'être approprié le titre officiel de père de tout, Odin va simplement amener la guerre partout sur les 9 royaumes. Il va prendre Alfheim, la terre des elfes, Svartalfheim, la terre des nains, Vanaheim, le monde des dieux Vanir, et Niflheim, le monde de la brume et de l'obscurité. Comme il régnait basiquement déjà sur Midgard, Helheim et sur Asgard, il n'y a que Muspelheim, le domaine de Surt, et Jotunheim, le monde des géants, hors de sa portée. Et de toute façon, les géants, Odin il va juste envoyer Thor pour les éradiquer. Arrive alors God of War 4 quand on apprend que Odin a emprisonné Mimir pour le torturer, lié Freya, son ex-femme, au royaume de Midgard, et il enverra Baldur chercher Faye, mais vous le savez, il tombera sur Kratos. Je t'avais prévenu. Au début de God of War Ragnarok, Odin va tenter de faire une trêve avec le fantôme de Sparte et lui proposer un marché. Si lui et son fils Atreus renoncent à leur quête pour trouver Tyr, le dieu nordique de la guerre, Odin va lui pardonner d'avoir tué Baldur, son fils et meilleur traqueur. Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Comme le duo va refuser, Odin va lui-même se faire passer pour Tyr et manipuler Atreus à venir le voir à Asgard. Jusqu'au moment où le nain Brok verra dans le jeu de Odin, le confrontera, c'est là que le père de tout tuera le nain. Dans toute son histoire, il n'y a rien qui tient debout. Et d'abord, pourquoi il t'appelle Loki, par exemple? Tu sais bien que c'est pas son nom. Je te parle. Pourquoi jamais? Brock! Tout ça pour ça! Ça va plonger son frère Sindri dans une grosse dépression et sincèrement, Santa Monica Game, si je vois Sindri pleurer encore une fois, ça va mal se passer. Voilà ce qui se passe ensuite. Tout ça pourquoi? Parce qu'il se trouve que Atreus, aussi appelé Loki, est le seul à être capable de retrouver les morceaux manquants du masque de la création. Artefact relié aux brèches dimensionnelles, malgré que sa vraie utilité soit inconnue. Loki finira par trahir Odin et il trouvera sa mort dans son combat contre Kratos, Atreus et Freya, finissant la saga des jeux God of War dans l'ère nordique. L'arrivée de Odin. Selon moi, ce qui rend la première apparition d'Odin en jeu tellement intéressante, c'est le fait qu'elle met quelque chose au clair. Il ne faut pas faire confiance à Odin, même si certains éléments scénaristiques nous font penser que peut-être Odin n'est pas si mauvais. Mieux vaut éviter de parler de mon père. À ce point. Je le comprends. Entre mon ex-femme et mon ancien serviteur contrarié, on ne lui dresse pas le portrait de moi le plus objectif. Une fois le jeu fini, il devient plus que clair que, dans cette scène,
tous ces red flags sont exposés. Premièrement, il va arriver quelques minutes après Thor ayant envoyé son fils comme éclaireur dans la maison du fantôme de Sparte, tueur de dieux. Ici donc, 3 choses sont importantes. De 1, Odin, il s'en bat royalement les couilles de la sécurité de son fils. De 2, les manipulations d'Odin sur Thor sont extrêmement fortes, au point de le faire entrer dans la maison de probablement la seule personne dans tous les 9 royaumes à être capable de le tuer en 1v1. De 3, cette manipulation, elle fait penser à Thor qu'il est son bras droit. Si Odin a simplement besoin des muscles de Thor, selon lui, son père a besoin de ses services en général. Selon Thor, il est indispensable aux plans et aux missions que Odin lui confie, alors qu'en réalité, il est simplement un outil de plus. Odin, de son côté, il a une mesure à avoir. S'il ne faut pas que ses outils pensent qu'ils sont totalement inutiles parce qu'ils arrêteraient de travailler, il ne faut pas qu'il sache à quel point il a besoin d'eux, parce que sinon, il pourrait demander plus en retour. Que fais-tu encore là? Va-t'en. Allez, oust. Avec joie. Ensuite, il va se présenter en disant « Tu sais qui je suis », ça implique qu'il connaît sa propre réputation, mais il va quand même tenter de convaincre Kratos du contraire. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Il dit aussi que la mort des fils de Thor et de Baldur, c'était un malentendu, prouvant qu'il est prêt à faire des compromis, alors qu'en réalité, il se sera révélé plus tard que tout ce qu'il veut, c'est le pouvoir d'Atreus. Arrive ensuite cette scène que si vous avez vu les autres vidéos, vous avez déjà vu. Ce que tu as fait à ses fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, il n'était vraiment bon à rien. Je l'ai répété plusieurs fois, mais Odin, il n'en veut pas à Kratos d'avoir tué les fils de Thor. Pourquoi? Parce qu'ils ne lui étaient pas utiles. Il va ensuite ajouter un verre d'hydromel sous le nez de Thor qui sort d'un violent épisode d'alcoolisme. Ici, le message est clair. Je suis le patron, je dis ce que je veux sur tes fils, tu fermes ta gueule et tu bois parce que c'est tout ce que tu sais faire. Odin, il va ensuite mentionner Baldur. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis? Oui, Baldur, c'était son meilleur tracker, c'était son meilleur atout, c'était un guerrier qui ne ressentait pas la douleur, il lui était incroyablement utile. Mais aussi, c'était son fils, et ça, il ne le mentionne même pas. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas important. Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. Odin sait qui est Kratos, il sait ce qu'il a fait au Panthéon grec, mais aussi il sait que la paix, c'est tout ce que Kratos veut. Pourquoi? Parce qu'il aspire à la paix, mais parce qu'il veut qu'on le laisse en paix. Odin appuie littéralement sur les démons de Kratos. Il est donc surpris quand ça marche pas, et si vous avez vu notre vidéo sur Thor, vous savez que lui et Kratos sont des images miroirs. Il est donc correct de penser ici que Odin essaye de manipuler Kratos comme il manipule Thor, lui faisant penser que cette offre de paix est un marché équitable. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'arrêter de chercher tir et tout s'arrête. Plus de guerre, plus de violence. Ce qui, évidemment, est un gros tas de conneries, sinon il n'aurait pas ramené Thor. Thor est ici pour faire pression sur Kratos et Atreus pour les forcer à accepter le marché. Je suis venu par courtoisie. Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Il n'est pas juste ici pour être le garde du corps d'Odin. La preuve, c'est que Odin, c'est le boss final et il prend Kratos, Atreus et Freya en 1v3. Il est juste là pour être une sorte de moyen de pression, une façon d'intimider ses ennemis. Il va ensuite tenter de faire que Kratos s'identifie à lui, de lui faire croire qu'ils veulent la même chose. Il propose même de faire que Freya les laisse tranquilles. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya. Et comme cela, ta progéniture est protégée. Si vous vous rappelez bien, à la fin de God of War 4, Kratos a tué Baldur, le fils de Odin et Freya, et cette dernière a juré vengeance sur le fantôme de Sparte. Odin lui propose donc la sécurité par rapport à son ex-femme. Il appuie sur la seule corde sensible de Kratos, à savoir son amour et son désir de sécurité pour Atreus. Quand Kratos refuse alors, Odin comprend que si le dieu n'est pas avec lui, il est contre lui. Et Kratos étant une menace, c'est là qu'il va ordonner à Thor d'en finir. Cette intro, quand même longue, je vous l'accorde, me semblait nécessaire pour bien exposer la réalité. Maintenant, voyons qui est Odin.
le maître des manipulations. Odin manipule ses enfants pour exactement la même raison qu'il a exterminé les Jotnar et déclaré la guerre aux Vanir, le contrôle. Le contrôle absolu surtout, c'est probablement la motivation la plus courante chez les méchants en fiction. Mais Odin, ce qui le rend intéressant, c'est comment il cherche le contrôle versus d'autres personnages qui tentent de corrompre les gens, de les rallier à eux, comme Palpatine par exemple. Je ne devrais pas. Tue-le! Odin, lui, il préfère manipuler, faire croire aux gens qu'ils ne sont pas si différents et surtout faire croire aux gens que lui est une bonne personne. Et si jamais vous êtes pris d'une de ces manipulations quand il se révélera sous son vrai jour, il est malheureusement trop tard pour vous. Par exemple, c'est Freya qui va lui apprendre à manipuler la magie Van, lui enseignant à utiliser les runes et les enchantements de son peuple. Et plus tard, Odin se servira de cette magie contre Freya non seulement pour lui retirer son titre de reine des Valkyries, mais aussi pour l'emprisonner sur Midgard. Pourquoi? Parce que, étant emprisonnée dans le royaume des humains, Freya ne pouvait plus aller chercher de l'aide chez d'autres divinités, comme par exemple son frère Freyr, rendant Freya beaucoup moins menaçante du simple fait qu'en exil, elle est seule face aux forces d'Asgard. Et j'ai déjà expliqué comment Odin manipule Thor à penser qu'il est stupide, à penser qu'il n'a pas la capacité mentale pour comprendre les vrais enjeux pour lesquels il se bat. Il m'a appris plein de choses. Il t'a appris des choses. Ah oui, c'est vrai. Je vois. Que lui as-tu appris? Rien. Qu'est-ce que j'aurais pu lui apprendre? Odin, il a lavé le cerveau de Thor et il l'a manipulé à arriver à un endroit où il pense que les deux ont besoin de l'autre. Alors que dans les faits, même si Odin a besoin d'un bras armé, Thor, sans Odin, ben il est juste beaucoup mieux. Je pourrais te l'expliquer, mais pas te le faire comprendre. Ne laisse plus ton épouse penser à ta place. Elle embrume ce qu'il reste de ton cerveau. Elle n'a rien à voir là-dedans. Non, mais tu es bel et bien limité. Du côté de Mimir, Odin, ce qu'il veut, c'est le savoir et la connaissance. Il a donc fait travailler Mimir, le dieu du savoir, pour lui, aussi appelé l'homme le plus intelligent au monde. C'est seulement quand Mimir va voir clair dans le jeu de Odin et commencer à penser à se révolter qu'il va l'enfermer dans un arbre et le torturer pendant 1 siècle et 9 ans avant l'arrivée de Kratos et Atreus. D'ailleurs, Mimir, parlons-en. Pourquoi est-ce que Odin ne l'a pas tout simplement tué? Pourquoi est-ce qu'il laisse en vie la seule personne plus brillante que lui dans tous les 9 royaumes? Au moment où on arrive à ce point dans le jeu, Kratos et Atreus commencent à monter la montagne pendant que Baldur et les enfants de Thor sont en train de l'interroger. Ma dernière visite t'a-t-elle délié la langue? On dirait l'homme qui était venu chez nous. Tu disais l'avoir tué. Si tu m'aides, je t'aiderai. Dis-moi où ils sont et je parlerai à Odin. Ton père ne me laissera jamais partir, Baldur, et il ne te laissera pas me tuer. Ça, c'est pas par compassion, c'est parce que Odin a besoin de Mimir. Il est plus intelligent que lui, il est donc encore utile. D'après l'Instagram officiel de Santa Monica, Odin se rend souvent à la rencontre de Mimir pour lui demander conseil. Et pour s'assurer de sa vérité, il l'a enchanté pour qu'il soit incapable de lui mentir. Ne pouvant donc plus manipuler le dieu le plus intelligent, Odin l'a simplement subjugué à lui donner l'information qu'il veut. Ce qui soulève une question. Si Mimir est incapable de cacher quelque chose à Odin, alors pourquoi le torturer? Il me torture, tu sais. Tous les jours, mon frère. Odin s'en assure personnellement, et tu peux me croire, son imagination n'a pas de limite. C'est simplement pour lui rappeler qui est le patron. Odin ne peut pas manipuler Mimir, alors il le subjugue et lui fait comprendre toute l'étendue de sa puissance. Pour ce qui est d'Heimdall, j'ai une vidéo entièrement dédiée à ce personnage qui dit pourquoi il est l'outil le plus utile d'Odin dans sa quête de connaissances. Très honoré. Tu as donc rencontré Heimdall. Il lit les esprits pour moi. Heimdall, il a évolué dans une position qui fait que sa loyauté envers Odin n'est plus à questionner. Mais il y a quand même certaines scènes qui méritent qu'on s'y attarde. Après sa rencontre avec Atreus, Heimdall tentera de convaincre Odin que le jeune Jotnar est présent à Asgard pour le trahir. L'enfant est fourbe, père de tout. Ce à quoi Odin va répondre... Je te fais marcher. Bien sûr qu'il compte me trahir. Heimdall, pourquoi serait-il venu? Il n'a aucune raison de me faire confiance, pour l'instant. Cette scène avec Heimdall soulève une question. Si Odin sait ce qui va se passer, pourquoi est-ce qu'il a besoin de Heimdall? La réponse étant, Odin ne sait pas ce qui va se passer. Ce genre de petite interaction où Odin ment à Heimdall, c'est là simplement pour lui rappeler qu'il est au-dessus de lui encore une fois.
que même si Heimdall a des sens super aiguisés, est un des meilleurs guerriers de l'histoire des Aesir et peut voir le futur aussi clairement que le passé, si Odin le garde à ses côtés, c'est pas parce qu'il en a besoin, c'est une faveur. Alors qu'en réalité, c'est simplement parce que oui, il a besoin de lui. Et maintenant, tu reprends ce concept, tu remplaces le savoir par la puissance et ça devrait vous rappeler la relation entre Odin et un certain dieu du tonnerre. Mais aussi, ça sert à manipuler Atreus tout au long de l'aventure. Tu vois un vrai match d'échecs se dessiner entre le Jotnar et le père de tout. De sa perspective, Atreus est à Asgard pour apprendre de Odin et pour plus tard utiliser ses connaissances contre lui. Mais la réalité, c'est que Odin joue contre lui-même. Il a prévu toutes ces manipulations d'Atreus 10, 15, 2000 coups d'avance. Les manipulations sur le long terme qu'il prévoit faire à Atreus, lui faire penser qu'il est plus malin que les dieux As. Ce qui va marcher jusqu'à ce que Kratos intervienne et parvienne à renouer des liens avec son fils, ce qui sera sans doute la première fois où une manipulation de Odin ne jouera pas en sa faveur. Mais au-dessus de tout ça, la manipulation, c'est pas noir et blanc, c'est quelque chose qui apparaît sur un spectrum, avec des stratégies qui sont plus sévères et surtout plus cruelles les unes que les autres. Et si vous êtes un habitué de la chaîne et connaissez bien le concept de cette émission, vous savez exactement où je m'en vais. Faire preuve de manipulation, ça peut être dans certains cas un signe de pathologie, voire même une pathologie en elle-même. Ce qui implique que ces tactiques arrivent à répétition dans des circonstances comme à l'école, avec des amis et dans des relations personnelles. Des signes de manipulation incluent donc une persistance excessive de flatterie, d'amour et d'attention. Exactement ce que Odin fait avec Atreus, essayant de créer des liens avec lui et se faisant passer pour un vieil incompris qui a simplement besoin d'aide. Une persistance malgré les limites mises par la victime, comme avec Thor, Odin le pousse à boire malgré son alcoolisme et il lui dit qu'il est trop stupide pour comprendre à chaque fois qu'il questionne ses plans. Va plutôt détruire quelque chose, veux-tu? Honnêtement, je te préférais quand tu buvais. De la pression dans le temps pour vous forcer à agir en sa faveur, par exemple quand il prend la forme de tir et mettra la pression au groupe pour agir selon ses idées. Si le masque ne t'a offert aucune réponse, tu n'as fait que dérober le plus précieux des trésors d'Odin. Le plan évident se trouve sous vos yeux. Nous n'avons pas besoin d'Odin pour l'utiliser. Nous pouvons nous faufiler à Asgard et le faire nous-mêmes sous son nez. Des paroles inappropriées et hors sujet dans la conversation. Pour ça, il va falloir se tourner vers la scène de la mort de Thor. Odin, regardant son fils mourir, lui dira qu'il ne voulait pas ça et se retournera vers sa petite fille, lui disant que c'est Kratos et Atreus qui ont détruit leur famille et non lui, tentant, elle aussi, de la manipuler. Ce qui va avec le dernier signe de manipulation, à savoir faire ressentir à sa victime de la culpabilité et de la honte. Comme par exemple, avec Heimdall, Odin lui fait toujours penser qu'il agit mal et qu'il doit faire plus pour se rattraper. Le tout évidemment alors que Heimdall met déjà des efforts surhumains, même surdivins dans ce cas-ci, pour le bien d'Odin et d'Asgard. Et la manipulation, comme je l'ai dit, ça peut être un signe de pathologie et même de maladie mentale. Plus précisément, un trouble de la personnalité antisociale. Dans ce cas-ci, encore une fois, ne me basant que sur mes recherches parce que je ne suis pas qualifié pour diagnostiquer une pathologie, je pense qu'il est juste d'appeler Odin un sociopathe. De toute façon, je l'ai déjà appelé comme ça dans une autre vidéo, autant continuer. Chez Thor, on peut voir un petit espoir venant de sa femme et de sa fille. Heimdall, il a personne pour le réveiller par rapport à son père. Il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant de ce qu'on sache. Tout ce qu'il a, c'est une figure paternelle totalement sociopathe, qui l'aime seulement pour ses compétences et qui autrement en a mais rien à battre de lui. Premièrement, le sociopathe ignore le bien du mal. Odin, c'est quelqu'un qui a littéralement commis des guerres et des génocides dans le seul but de garder le contrôle. Ensuite, on a le fait de mentir pour prendre avantage des autres. Cette mini-série sur God of War a littéralement le thème principal, les manipulations et les mensonges d'Odin. Nous sommes censés te croire sur parole? As-tu jamais tenu une seule promesse? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment! Ils peuvent aussi être irrespectueux et insensibles aux problèmes des autres. J'ai déjà parlé de l'attitude d'Odin par rapport à Thor et son alcoolisme. Mais aussi, il y a le fait qu'il dit devant le dieu du tonnerre que ses deux fils morts n'avaient aucune valeur. Et soyons honnêtes, il n'était vraiment bon à rien. Ce qui va bien sûr avec le symptôme suivant, le manque d'empathie ou de remords par rapport aux gens qu'il blesse. Trude, tout est de leur faute. Ils s'en prennent à nous, à notre famille. Tu n'as plus aucune emprise sur moi. Oh, c'est... ma chère Frigg, j'avais oublié à quel point les ailes t'allaient bien. C'était vos choix. Vous avez tué votre fils. Non, tu te trompes, je n'ai pas eu le choix. Choisissez d'être meilleur. Non, je ne peux pas. Je dois savoir ce qui se passe ensuite. Je ne m'arrêterai jamais.
Sans parler du fait qu'encore une fois, la mort de son fils Baldur, ce qui le fait chier là-dedans, c'est pas d'avoir perdu un enfant, c'est d'avoir perdu quelqu'un qui avait de la valeur d'un point de vue stratégique. Ce qui va aussi avec un autre symptôme de sociopathie, à savoir l'utilisation de charme dans une quête pour un but personnel, comme par exemple toutes ces manipulations dans sa quête de connaissances. Les sociopathes ont aussi un sens de supériorité très aigu, avec des idées de pensée dogmatiques qui leur semblent irréfutables. On parle d'un homme qui s'est littéralement proclamé lui-même le roi d'Asgard, après avoir dit que son espèce, les Aesir, était l'espèce supérieure à travers l'entièreté des 9 royaumes. Il y a probablement un parallèle socio-politique ou historique à faire avec cette information. Ils ont aussi des problèmes avec la loi et des comportements à risque et criminels. C'est très difficile ici de parler d'enfreint de la loi dans le contexte où Odin, littéralement, c'est le roi, c'est lui qui l'a fait cette loi. Mais il a quand même commis des meurtres, des génocides, bref, tout ce qui pourrait le qualifier comme un criminel de guerre. Ils ont des comportements hostiles et agressifs, je continue d'y revenir, mais Odin manipule, engueule et tue ses enfants quand ils ne font pas ce qu'il veut. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce n'est pas ce que je voulais. Ce qui se relie, croyez-le ou non, à un autre symptôme, à savoir les comportements dangereux et à risque, autant pour votre entourage que pour vous-même. Bref, en avoir rien à battre de votre sécurité ou de celle d'autrui. Je me permets de rappeler que dans cette optique, Odin il a vu une faille dimensionnelle après avoir tué son arrière-grand-père et que son premier réflexe, ça a été de foutre sa tête dedans. Tout ça par curiosité, je pense qu'on peut parler de comportement à risque en effet. Ce qui nous amène à notre dernier symptôme, être irresponsable au point d'avoir des problèmes à finir des tâches, des travaux et ou des responsabilités financières. On a plusieurs exemples implicites de cette dernière catégorie, mais mon préféré c'est le fait qu'Odin il antagonise ouvertement Kratos. Kratos qui, je le rappelle, est le fantôme de Sparte et le tueur de dieux, et surtout, c'est établi qu'Odin sait ce qu'il a fait en Grèce. Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? C'est l'âme. Je te connais. Le tueur de Dieu. Ainsi, c'est pour moi que tu es venu. Pour obtenir un diagnostic de sociopathe selon mes recherches, il faut donc être âgé de plus de 18 ans et présenter 3 de ses comportements à risque via des recherches et des analyses rigoureuses. Et Odin, dans ce qui semble être, je sais pas moi, quelques semaines dans l'univers de God of War, il présente tous les symptômes. Ce qui, encore une fois, selon mes recherches et ma compréhension très basique du sujet, fait de Odin un dieu sociopathe. Mais un dieu sociopathe avec un but très précis en tête. Obsession du savoir. Nous disions donc que Odin veut le contrôle total sur les 9 royaumes et que le contrôle, c'est la motivation de base des méchants de fiction. Il va contrôler les gens de 3 façons distinctes. De 1, par la manipulation, comme il fait avec Atreus, lui faire croire qu'ils sont dans le même camp ou au moins qu'ils peuvent s'entraider. Jeune homme, tu m'épates encore. Va, prends le masque, prends l'épée, prends l'oiseau. Trouve Thor. Vous partez pour Niflheim. De 2, par la soumission. S'il ne peut plus manipuler quelqu'un, il va le soumettre et l'entraver, comme par exemple Mimir qu'il torture pour avoir de l'information. De 3, par la destruction, quelqu'un qui ne peut plus lui rapporter. Ce qu'il veut, c'est que la personne ne lui est plus utile et donc qu'il en a fini avec. Donc Odin a une motivation très classique, à savoir le contrôle. Mais la façon dont il cherche à prendre le contrôle, ça, c'est très intéressant. Là où la plupart des grands antagonistes de la fiction, comme Sauron, Darth Vader ou Voldemort, cherchent le contrôle via le pouvoir, Odin, lui, cherche le contrôle via la connaissance. Il pense que c'est plus utile d'être la personne la plus brillante dans la pièce. Pourquoi? Parce qu'alors, on peut utiliser et manipuler la personne la plus puissante dans la pièce. Pour illustrer mes propos, il suffit de se rappeler de la mort de Thor et de ce que Odin dira à son fils avant de le tuer. Tu ne penses pas, je pense, tu agis. Ça n'a pourtant rien de compliqué. Que se passe-t-il? Tu es malade? Je suis ton père. Prends ce marteau et tue qui je t'ordonne de tuer. Et ça a marché pendant des siècles. Toute la backstory de Thor, elle tourne autour du fait que Odin lui a forcé à commettre des atrocités qui le hantent encore, comme par exemple un génocide sur les Jötnar. Tu as oublié ce que j'ai fait. On ne changera pas. Nous sommes des destructeurs.
Toute leur relation va tourner autour du fait que Odin pense pour eux deux et que Thor, c'est simplement le bras armé qui frappe ce qu'on lui dit de frapper. Et cette espèce de désir, voire de culte de la connaissance, ben c'est quelque chose d'aussi présent dans la mythologie nordique, voire dans l'histoire nordique en général. Si vous ne le saviez pas, les Vikings, ils sont arrivés en Amérique du Nord, plus précisément en ce qui est aujourd'hui Terre-Neuve au Canada, en l'an 1021, plus de 400 ans avant Christophe Colomb. Les Vikings, ils étaient parmi les meilleurs navigateurs et explorateurs de leur époque, si c'est pas de l'histoire au complet. On parle d'un peuple qui commerçait avec l'Europe et l'Asie de l'Ouest fréquemment. On les considère même comme le premier peuple à avoir voyagé en Islande et au Groenland. Bref, l'image du Viking stupide qui peut pas aligner deux phrases et qui est bon juste à tuer, c'est une idée reçue qui est probablement venue de propagande militaire via des peuples rivaux. Dans les faits, le savoir et la connaissance, c'est une partie très importante de la culture des peuples nordiques et Odin, ce désir de connaissance, il l'amène une étape plus loin. Pour lui, connaissance et pouvoir sont indissociables. Pourquoi? Parce que ça va lui permettre de tout contrôler, incluant son destin. Il veut tout savoir pour pouvoir contrôler sa fin, à savoir le fait de mourir pendant le Ragnarok. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui sait presque tout sera toujours plus obsédé par la petite parcelle de vérité qu'il ne connaîtra jamais. La preuve étant son monologue quand il montre la brèche dimensionnelle à Atreus. Juste après la mort d'Ymir, j'ai vu quelque chose, la brèche. Peut-être bien le point de départ de la réalité. J'ai plongé mon regard et j'ai vu une présence qui me regardait droit dans les yeux. Elle me murmurait des choses que je ne pouvais pas comprendre, mais je savais qu'elles étaient vraies. Quand elle m'a aveuglé, j'ai cru que c'était la fin, que jamais plus je ne regarderai à l'intérieur jusqu'à ce que je trouve ce masque. J'ignore où j'irai après ma mort. Il n'y a pas de Valhalla pour moi. Le Ragnarok ne peut pas être la fin. Mon existence ne peut s'arrêter ainsi. Prouvant que cette obsession du savoir chez Odin vient principalement d'un endroit de peur de ne pas savoir où et quand il va finir. Le tout alimenté ironiquement par sa plus grande force. Le poids de la connaissance. Le savoir, c'est une lame à double tranchant. Par exemple, imaginons que quelqu'un sache comment vous allez mourir et veuille vous partager l'information. Si je vous dis qu'il est absolument indéniable que vous allez mourir noyé, il est plus que probable que vous allez développer une phobie de l'eau. Pourquoi? Parce que se baigner, maintenant, pour vous, ça représente la mort. Chez Odin, c'est le contraire. Ce qui lui fait peur, c'est de ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a pour lui après la mort. Et ça, on peut le comparer aux croyances des peuples. On parle d'un univers où les panthéons mythologiques sont réels et on a des preuves tangibles de leur existence. Donc, on sait qu'il y a une vie après la mort. Pour les guerriers nordiques, c'est le Valhalla après le trépas. Mais Odin, lui, c'est un dieu. Il n'a aucune idée d'où il va après sa mort. Et c'est cette incertitude immortelle qui, ironiquement, lui fait se poser la question que tous les mortels dans notre monde vont se poser. Ça vient de lui créer de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, et c'est probablement de là que vient son désir de contrôle maladif. Tout le monde se trompe sur moi. Tu sais ce qui m'anime? Ce que je veux vraiment? Des réponses. Vois-tu, pour les mortels, c'est simple. Quand ils se heurtent aux grandes questions de la vie, ils se tournent vers nous pour leur donner un sens. La sagesse divine. Tu parles d'une imposture. Pourquoi sommes-nous ici? Pour donner aux mortels des réponses que nous n'avons pas? Non. Nous sommes plus que cela. Ce sont les mots que Odin va dire à Atreus pendant qu'il l'accompagne dans son bureau, et ça nous apprend plein de choses sur le dieu. De un, même au-dessus du pouvoir et du contrôle, Odin cherche réellement la connaissance. Ne pas savoir quel est son destin, c'est ça qui le torture. De deux, il envie les mortels s'il pense qu'être un dieu, c'est une vie sans souci. La réalité, c'est que c'est une vie qui est tout aussi incertaine, les responsabilités en plus. De trois, Odin est très arrogant. Si pour lui, il est normal pour une personne lambda de se poser des questions, il est impensable que des réponses lui soient refusées. De 4, ce qui échappe le plus à Odin et qui l'a rendu totalement fêlé, c'est son manque de connaissances par rapport à son propre destin, à sa fin et sur comment elle est écrite. Et selon moi, c'est ce qui fait d'un méchant un bon antagoniste, une motivation compréhensible. Si beaucoup de gens peuvent être en désaccord avec les actions d'Odin de par leur mortalité, on peut au moins comprendre pourquoi il les commet. Tout comme nous tous les jours, devant cette brèche, Odin n'est que l'un d'entre nous à se poser les grandes questions que la vie ne lui apportera jamais. La question demeure alors, lesquels d'entre nous sont des Odins prêts à tout pour obtenir leur réponse et lesquels apprécient que cette incertitude est un cadeau que les dieux As ne pourront jamais toucher. Au final, Odin, un des plus grands enfoirés de la licence God of War. Je sais pas s'il est oui ou non pire que Zeus, très honnêtement. Pour son alignement, voyons comment Odin utilise des techniques comme de la manipulation et de la subjugation pour obtenir des réponses, mais qui n'a pas quoi que ce soit à battre de quelqu'un d'autre que lui-même, au point que non, il ne fait pas le mal par plaisir. Je pense qu'il trouvera sa place chez les neutres mauvais. Soyez donc sûrs d'argumenter en commentaire.
Bon, on y est finalement, la fin de cette mini-série sur God of War. Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour obtenir la playlist complète. Si vous avez apprécié cette vidéo, rappelez-vous de faire un tour en commentaire pour nous dire quel est votre jeu God of War préféré et réclamer des méchants pour nous à analyser. Tant qu'à être là, rappelez-vous de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.